La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Audrey Crespo-Marin. Emmanuel Macron a-t-il bien fait d'aller accueillir les 2 touristes libérés par les forces spéciales françaises ? Écoutez, il l'a ressenti comme cela, il a pris une décision, c'est lui qui a décidé d'engager la force armée pour libérer ses otages. Il assume et moi j'ai pas envie d'entrer dans une polémique avec le président de la République sur cette question. Certains, effectivement, dans l'opposition contestent le droit à ces 2 touristes d'avoir un accueil présidentiel. Oui, j'ai vu ça, mais je pense que voilà, il y a un moment, quand 2 de nos soldats font le sacrifice ultime de leur vie, le respect minimum qu'on leur doit, c'est de s'abstenir de lancer des polémiques. L'hommage national n'a même pas eu lieu, il aura lieu demain. Depuis quelques jours, il y a une polémique autour des conditions dans lesquelles ces 2 personnes sont parties en voyage de noces, je crois. Moi, je vous le dis, je ressens aujourd'hui comme indésirable la polémique quand 2 hommes, par un sens du dévouement qui inspire le plus grand respect, ont fait le sacrifice ultime de leur vie pour sauver 2 autres de nos compatriotes. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a dit que les 2 touristes s'étaient aventurés dans une zone rouge, c'est-à-dire formellement déconseillée, alors que ce n'était pas le cas au moment de l'enlèvement. Y voyez-vous une tentative de masquer la responsabilité du Quai d'Orsay ? J'y vois beaucoup un peu d'amateurisme de la part du ministre des Affaires étrangères, incontestablement, mais je le redis. Vous y allez plus fort sur Jean-Yves Le Drian que sur Emmanuel Macron. Mais un peu d'amateurisme. Oui, en tout cas, il s'est trompé, incontestablement. Donc, d'habitude, il est plutôt avare de ses paroles. Donc, voilà, je trouve qu'il a parlé trop vite, manifestement. Ceci étant, les 2 touristes étaient tout de même dans une zone orange, c'est-à-dire déconseillée sauf raison impérative. Emmanuel Macron a-t-il bien fait d'engager la vie des soldats français pour aller les sauver ? Écoutez, je crois que l'idée selon laquelle un seul de nos compatriotes pourrait finalement se dire moi je n'ai pas le droit finalement à la mobilisation de la nation pour me sauver, ce serait curieux. Au nom de quoi choisirait-on qui on doit sauver ou pas ? Je crois que chaque Français, évidemment, même s'il doit être responsabilisé en ses choix personnels, mais on ne doit pas laisser un seul Français sans la tentative, en tout cas, de la nation de le sauver quand sa vie est en danger. Je crois qu'on ne doit pas commencer à négocier ce principe-là. Benoît Hamon, Jean-Yves Le Drian était un pilier du gouvernement sous Emmanuel Macron. Avant cela, il était un pilier du gouvernement sous François Hollande. Vous étiez donc à la même table lors des conseils des ministres. Vous vous entendiez bien à l'époque ? On n'était pas sur les mêmes domaines. Non, mais il était ministre de la Défense et il vendait des avions. Des Rafales, c'est ce que vous voulez dire. C'est ça, oui. Selon Jean-Yves Le Drian, si le Parti socialiste est au plus bas dans les sondages, c'est notamment à cause de l'échec de votre candidature à la présidentielle. Assumez-vous cette lourde responsabilité ? Mais évidemment que la responsabilité elle est collective. Comment pourrais-je m'arracher à ma propre responsabilité ? Mais ce qui est marrant de la part d'un homme qui a trahi, Jean-Yves Le Drian, comme quelques autres, qui a trahi un parti, des valeurs, des idées. En rejoignant Emmanuel Macron. Bah oui, qui aujourd'hui défend des textes sur le travail, des textes économiques, des textes qui appauvrissent les pauvres, des textes qui fragilisent les plus vulnérables. Cet homme-là a trahi. C'est difficile pour lui, j'imagine, de devoir reconnaître cela. Évidemment, il faut des coupables ailleurs. Et il dit ça parce que vous avez fait à l'époque le plus mauvais score de l'histoire du Parti socialiste. Moi, j'assume d'avoir défendu le revenu universel d'existence. Un texte, justement, une vision du monde qui voulait changer le rapport au travail, qui renouait avec les principes sur lesquels la gauche s'intéresse à la question du contenu du travail, à la manière dont on est payé, on est rémunéré. J'assume cela. Je pense que ça fait très longtemps qu'il n'a pas dû ouvrir un seul livre sur les questions sociales et les questions du travail, Jean-Yves Le Drian. Et vous, quelle leçon personnelle vous avez tirée de cet échec ? Celle de la nécessité de s'engager et de continuer l'engagement comme je le fais aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que l'élection européenne nous est volée par Emmanuel Macron qui décide d'un match Front National contre la République En Marche, là où pendant 5 ans, on va prendre des décisions fondamentales pour les citoyens européens et on a des partis, le parti présidentiel comme le parti de Marine Le Pen, qui vont à cette élection
isolés sur la scène européenne d'une part, mais avec des programmes franco-français. Jugez-vous normal qu'à l'occasion de cette élection, on ne parle pas fondamentalement de ce qui va se passer pendant 5 ans. C'est ça qui me déçoit profondément. Et moi, je continue à me battre avec honnêteté, sincérité, pour les idées auxquelles je crois. Et c'est pour ça que depuis maintenant 1 an, j'ai travaillé avec Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances, à un programme européen. On a travaillé, on a mis 43 pages de propositions. Nos propositions sont les mêmes en Pologne, au Portugal, en Espagne ou en France. On n'aura pas besoin d'européaniser notre petit programme franco-français comme les autres. Cette exigence-là, je trouve qu'elle n'est pas respectée par la manière dont le président de la République aujourd'hui a engagé ses forces dans la bataille en nationalisant ce scrutin. On ne parle pas en fait d'Europe à l'occasion de ces élections européennes. Au sujet de ce duel qui vous agace manifestement, Marine Le Pen dit qu'Emmanuel Macron devra partir si sa liste est battue par le Rassemblement national aux européennes. Êtes-vous d'accord avec ça? Et Emmanuel Macron, lui, dit nous avons besoin de tout, sauf d'avoir le Rassemblement national en tête. Et hors si ça sujet arrive... l'un, hors sujet l'autre. D'abord parce que ce n'est pas une élection pour destituer Emmanuel Macron, qui ne s'en ira pas. Et de la part d'Emmanuel Macron, il nous a déjà fait le coup. Il nous a déjà dit, ce sera moi ou le chaos et le désordre. Bon, on a Emmanuel Macron, le désordre et le chaos, et en plus, on n'a pas eu l'honneur et la dignité sur la question des migrants. Et ça me touche, moi, comme citoyen, comme beaucoup d'autres, qui étaient, parlons simplement, des femmes et des hommes qui avaient des conditions modestes, qui savaient qu'en votant Emmanuel Macron au second tour, ils auraient sans doute une situation qui se dégraderait. Ils l'ont quand même fait pour s'éviter Marine Le Pen. Ont-ils évité des politiques proches de Marine Le Pen? Quand on stigmatise les médecins humanitaires comme des complices des passeurs, quand on ferme le port de Marseille à l'Aquarius, je veux dire, qui est un déni de la solidarité la plus élémentaire à l'égard des personnes en danger, quand on met en cause la liberté de manifester, on a aujourd'hui des textes qui sont directement inspirés par la pression des nationalistes et de Madame Le Pen. Donc oui, on a Emmanuel Macron et le désordre aujourd'hui. Quand on demande aux Français quel est le thème qui va vraiment compter au moment de voter, l'immigration arrive en tête. Avez-vous des propositions concrètes pour limiter l'immigration ? Vous voyez, vous voulez, en tout cas, on est tous à se dire comment on ferme les frontières. D'abord, les frontières, elles sont fermées déjà. On sous-traite à la Turquie, quelle honte, qui a désormais un élément de rapport de force sur nous, la prise en charge de la politique d'immigration. On sous-traite à qui? À la Libye aujourd'hui les questions des migrations. Dans les faits, l'Union européenne ne met de l'argent que pour fermer ses frontières. Parvient-elle à le faire? Non. Vous savez, tous les grands spécialistes, y compris de l'ordre public, savent que on ne ferme pas des frontières, les gens passent quand même. Quelle est la différence? Quand ils passent et que vous avez soi-disant fermé les frontières, vous ne savez pas qui rentre. Et on a aujourd'hui un développement des clandestins. On a aussi des bidonvilles itinérants maintenant en France avec des réfugiés qui ne sont pas correctement pris en charge, des déboutés de droit d'asile. En clair, on est en train de mettre la poussière sous le tapis en pensant tout ça ne nous éclatera pas la figure. Moi, je suis favorable à 1. Une harmonisation de la politique d'asile au niveau européen. 2. Des visas humanitaires. 3. Une mise en cause d'une politique de sauvetage en Méditerranée. On ne peut pas continuer à laisser mourir les gens. Et enfin 4. La remise en cause de ce qu'on appelle le règlement de Dublin, qui veut que la géographie décide à la place de la politique. La Grèce et l'Italie doivent-elles supporter seules la charge et le fardeau justement de ces migrations? Je ne crois pas. Et c'est la raison pour laquelle je prône une politique radicalement différente de Monsieur Macron et Madame Le Pen dans ce domaine-là. J'essaye d'être réaliste et en tout cas pas démagogue et clientéliste comme ils le sont et l'un et l'autre. Une dernière question. Vous avez fait, Benoît Hamon, 6% à la présidentielle. Vous avez été battu aux législatives. Si vous ne dépassez pas les 5% aux européennes, est-ce que ça pourrait vous inciter à vous remettre en cause, à arrêter la politique? Mais, vous savez, c'est pas parce que vous continuez que vous ne vous remettez pas en cause. Non, mais tous les jours, je me remets en cause. Mais est-ce que on doit cesser d'être fidèle à une idée que j'ai défendue dans la transformation de ce qui me semble nécessaire de notre rapport au travail en lien avec la révolution numérique? Les chiffres m'ont-ils donné raison ou tort? L'OCDE vient de dire que 14% des emplois seraient en France impactés par la révolution numérique, détruits ou transformés, 30% d'entre eux. C'était 9% avant les élections présidentielles, j'avais raison. Sur la question de la transition écologique, les perturbateurs endocriniens, leur glyphosate, j'en ai parlé pendant la présidentielle. Avais-je tort? Je ne crois pas. Donc il faut se battre, et même si les vents ne sont pas favorables, je suis breton, moi, vous savez, on apprend à naviguer avec vent dans le dos, ce qui ne m'est pas arrivé beaucoup depuis quelques temps, mais aussi vent de face. Il faut savoir tirer les bords, comme on dit, et j'essaye de le faire avec, en tout cas, honnêteté. Merci Benoît Hamon. Benoît Hamon qui était l'invité d'André Crespo-Mara ce matin pour l'interview politique de la matinale.